On a l'impression que la publicité ciblée, c'est quelque chose de très récent, n'est-ce pas? Eh bien, et si tout ça avait en fait commencé dans les années 60? C'est une histoire assez incroyable, un peu oubliée, mais qui a complètement façonné le monde numérique dans lequel on vit aujourd'hui. On s'est tous déjà fait la réflexion, non? Comment ces pubs, surtout les pubs politiques, savent exactement ce qui va nous faire réagir? Ce n'est pas de la magie, bien sûr. C'est une technologie ultra sophistiquée qui fait partie de notre quotidien. En fait, derrière tout ça, il y a ce qu'un critique a appelé une machine de modification du comportement de masse. Une machine qui nous trie, nous classe dans des milliers de petites cases. Jeunes parents urbains, fans de voitures anciennes, peu importe. Le but, c'est d'influencer nos décisions, que ce soit pour acheter un produit ou pour voter. Ça paraît tellement moderne, tellement futuriste. Mais en réalité, cette idée, elle a germé bien avant ce qu'on pense, dans les années 60. Ce n'est donc pas une histoire nouvelle, non, c'est plutôt une histoire qui a été oubliée. Et elle commence avec une boîte, une entreprise qui a voulu littéralement inventer le futur. Alors, pour bien comprendre d'où on vient, regardons d'abord où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple. Des géants comme Facebook, Google, ils ont bâti de véritables empires sur ce principe. Ils collectent une quantité astronomique de données sur tout, ce qu'on aime, où on va, sur quoi on clique, tout ça pour une seule chose, prédire et surtout influencer ce qu'on va faire ensuite. Ok, maintenant, faisons un bond dans le temps. On retourne à une époque où cette idée n'était pas encore un business plan à plusieurs milliards, mais le scénario d'un thriller. Imaginez l'affiche d'un livre avec cette phrase. Un peu flippante, dans quelle catégorie vous ont-ils mis? C'était le slogan d'un roman à suspense sorti en 1964 qui s'appelait The 480. Le titre, The 480, faisait référence à 480 types d'électeurs. Le livre imaginait un monde où les gens n'étaient plus que des points de données, triés dans 480 cases différentes pour être ensuite manipulés par les politiques. Ça commence à faire écho à notre époque, non? Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce n'était pas de la pure science-fiction. Loin de là. Ce roman, c'était en fait l'histoire, à peine déguisée, d'une vraie entreprise, la Simulmatics Corporation. Une boîte fondée par un groupe de scientifiques un peu secrets, qui se surnommaient eux-mêmes les What If Men, les hommes du « et si ». Pourquoi? Parce qu'ils prétendaient pouvoir simuler l'avenir. Et ces What If Men, ils ont eu leur heure de gloire. On va voir comment leur fameuse People Machine a travaillé en secret pour une campagne présidentielle et pas n'importe laquelle, celle de John F. Kennedy. Leur plan était franchement audacieux pour l'époque. Ils ont récupéré des dizaines et des dizaines de milliers de sondages sur de vieilles cartes perforées. Avec ça, ils ont trié les électeurs en 480 groupes démographiques, puis ils ont analysé 50 types d'enjeux politiques. Et tout ça, eh bien, ça alimentait un énorme ordinateur IBM, un 704, qui simulait comment chaque groupe allait réagir à tel ou tel message de campagne. Et alors, qu'est-ce qu'elle a sorti cette machine? En secret, ils ont remis 3 rapports à l'équipe de Kennedy. Et les conseils étaient pour le moins audacieux. La machine disait en gros 2 choses. 1, il fallait soutenir à fond le mouvement des droits civiques pour rallier le vote des Afro-Américains. Et 2, il fallait attaquer de front le sujet de sa religion, le catholicisme, pour désamorcer les préjugés. Et on connaît la suite. Kennedy gagne, mais d'un cheveu, vraiment une marge minuscule. Forcément, pour les What If Men de Simulamatics, le doute n'était pas permis. Leur machine venait de jouer un rôle décisif, peut-être même de faire basculer l'élection présidentielle. Alors là, on pourrait croire que c'est le début d'une success story. Mais après ce coup d'éclat secret, l'histoire de Simulmatics va prendre un virage, disons, spectaculaire. Parce que le secret a fini par éclater. Un article dans le magazine Harper's a tout révélé, sous le titre The People Machine. Et là, c'est le choc, l'onde de choc. Un politologue de l'époque a même parlé de la bombe atomique des sciences sociales. Ça a déclenché une panique médiatique totale. Évidemment, l'administration Kennedy a tout nié en bloc. Le public, lui, était horrifié à l'idée d'être réduit à de petits trous dans des cartes perforées. Et pour Simulmatics, c'est le début de la fin. L'entreprise a passé le reste des années 60 à se prendre les pieds dans le tapis, à survendre sa technologie, jusqu'à l'échec monumental de leur mission au Vietnam, où ils étaient censés prédire l'issue de la guerre. Et voilà le résumé. En moins de 10 ans, ce projet si ambitieux, qui voulait littéralement prédire le comportement humain, s'est effondré. Faillite, fin d'histoire. Enfin, fin de l'histoire de l'entreprise. Parce que l'idée, elle, était loin d'être morte. Au contraire, elle est revenue des décennies plus tard, mais en beaucoup plus puissante.
Il suffit de regarder cette comparaison pour comprendre. Le saut est juste vertigineux. Ce que Simulatix essayait de faire, de manière artisanale, avec 100 000 sondages sur cartes perforées, c'est devenu la norme aujourd'hui. Sauf que ce n'est plus 100 000 personnes, c'est des milliards. Et ce ne sont plus des cartes perforées, c'est une surveillance de tous les instants. C'est drôle parce qu'à l'époque, dans les années 60, on trouvait ça ridicule. Il y avait un magazine satirique britannique Punch qui se moquait de Simulmatix en proposant d'ajouter des catégories absurdes comme amoureux des chiens, platiste ou même celui qui met le lait en premier dans son thé. C'était pour rire, bien sûr. Sauf que la blague n'en est plus une. Aujourd'hui, ce n'est plus de la satire, c'est un business. Ces catégories ultra précises, parfois complètement improbables, c'est exactement ce que les data brokers, les courtiers en données, utilisent tous les jours pour créer nos profils publicitaires. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire, de cet épisode un peu oublié? Peut-être que la leçon la plus importante, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'était pas inévitable. Ce n'était pas une fatalité. L'historienne Jill Lepore le dit très bien. À l'époque, plein de gens trouvaient cette idée de people machine complètement amorale. Il y a eu un débat. La société aurait pu faire d'autres choix, prendre une autre direction. Finalement, l'histoire de Simulmatix, c'est une sorte d'avertissement. L'entreprise a échoué, c'est vrai, mais son concept, sa people machine, est partout aujourd'hui. Elle est bien plus puissante que ses créateurs n'auraient jamais pu l'imaginer. Et la question qu'ils se posaient dans les années 60, elle nous est renvoyée en pleine figure aujourd'hui. Face à cette machine, quel choix allons-nous faire maintenant ?